tout le monde. Aujourd'hui, je vais lire le dernier chapitre d'Arsène Lupin et c'est le chapitre 9. Alors, commençons. Sherlock Holmes arrive trop tard. C'est étrange ce que vous ressemblez à Arsène Lupin, Velmont. Vous le connaissez? Oh, comme tout le monde, par ses photographies, dont aucune n'est pareille aux autres, mais dont chacune laisse l'impression d'une physionomie identique qui est bien la vôtre. Horace Velmont parut plutôt vexé. N'est-ce pas, mon cher Devanne? Vous n'êtes pas le premier à m'en faire la remarque, croyez-le. C'est au point, insista Devanne, que si vous n'aviez pas été recommandé par mon cousin Estevan, et si vous n'étiez pas le peintre connu dont j'admire les belles marines, je me demande si je n'aurais pas averti la police de votre présence à Dieppe. La boutade fut accueillie par un rire général. Il y avait là, dans la grande salle à manger du château de Tibersimnil, outre Velmont, l'abbé Gély, curé du village, et une douzaine d'officiers dont le régiment manœuvrait aux environs, et qui avaient répondu à l'invitation du banquier Georges Devanne et de sa mère. L'un d'eux s'écria: « Mais est-ce que, précisément, Arsène Lupin n'a pas été signalé sur la côte après son fameux coup du rapide de Paris au Havre? » Parfaitement. Il y a cela de trois mois. Et la semaine suivante, je faisais connaissance au casino de notre excellent Velmont, qui depuis a bien voulu m'honorer de quelques visites. Agréable préambule d'une visite domiciliaire plus sérieuse qu'il me rendra l'un de ces jours, ou plutôt l'une de ces nuits. On rit de nouveau, et l'on passa dans l'ancienne salle de garde, vaste pièce, très haute, qui occupe toute la partie inférieure de la tour de Guillaume, et où Georges Devanne a réuni les incomparables richesses accumulées à travers les siècles par les sires de Tibersimnil. Des bahuts et des crédences, des landiers et des girandoles la décorent. De magnifiques tapisseries pendent aux murs de pierre. Les embrasures des 4 fenêtres sont profondes, munies de bancs, et se terminent par des croisées ogivales à vitraux encadrés de plomb. Entre la porte et la fenêtre de gauche s'érige une bibliothèque monumentale de style Renaissance, sur le fronton de laquelle on lit, en lettres d'or, Tibermessil. Et au-dessous, la fière devise de la famille, fais ce que veut. Et comme on alluma des cigares, Devanne reprit: Seulement dépêchez-vous, Velmont, c'est la dernière nuit que vous reste. Et pourquoi, fit le peintre, qui décidément prenait la chose en plaisantant. Devanne allait répondre quand sa mère lui fit signe. Mais l'excitation du dîner, le désir d'intéresser ses hôtes l'emportèrent. Bah, murmura-t-il, je puis parler maintenant. Une indiscrétion n'est plus à craindre. On s'assit autour de lui avec une vive curiosité, et il déclara de l'air satisfait de quelqu'un qui annonce une grande nouvelle. Demain, à 4 heures du soir, Sherlock Holmes, le grand policier anglais, pour qu'il n'ait point de mystère, Sherlock Holmes, le plus extraordinaire déchiffreur d'énigmes que l'on ait jamais vu, le prodigieux personnage qui semble forgé de toutes pièces par l'imagination d'un romancier, Sherlock Holmes sera mon hôte. On se récria. Sherlock Holmes à Tibersimnil? C'était donc sérieux? Arsène Lupin se trouvait réellement dans le contrée? Arsène Lupin et sa bande ne sont pas loin, sans compter l'affaire du baron Cahorn, à qui attribuer les cambriolages de Montigny, de Gruchet, de Crasseville, sinon un autre voleur national. Aujourd'hui, c'est mon tour. Et vous êtes prévenu comme le fut le baron Cahorn? Le même truc ne réussit pas deux fois. Alors voici. Il se leva et désignant du doigt sur l'un des rayons de la bibliothèque un petit espace vide en 2 énormes in-folio. Il y avait là un livre du XXIe siècle, un livre du XVIe siècle, intitulé La chronique du Tibersimnil, et qui était l'histoire du château depuis sa construction par le duc Rollon sur l'emplacement d'une forteresse féodale. Il contenait 3 planches gravées. L'une représentait une vue cavalière du domaine dans son ensemble, la seconde le plan des bâtiments, et la troisième, j'appelle votre attention là-dessus, le tracé d'un souterrain dont l'une des issues s'ouvre à l'extérieur de la première ligne des remparts et dont l'autre aboutit ici
Oui, dans la salle même là où nous nous tenons. Or, ce livre a disparu depuis le mois dernier. Fichtre, dit Velmont, c'est mauvais signe. Seulement cela ne suffit pas pour motiver l'intervention de Sherlock Holmes. Certes, cela n'eût point suffi s'il ne s'était passé un autre fait qui donne à celui que je viens de vous raconter toute sa signification. Il existait à la Bibliothèque nationale un second exemplaire de cette chronique, et ces deux exemplaires différaient par certains détails concernant le souterrain, comme l'établissement d'un profil et d'une échelle, les diverses annotations, non pas imprimées, mais écrites à l'encre, et plus ou moins effacées. Je savais cette particularité. Je savais que le tracé définitif ne pouvait être reconstitué que par une confrontation minutieuse des deux cartes. Or, le lendemain du jour où mon exemplaire disparaissait, celui de la Bibliothèque nationale était demandé par un lecteur qui l'emportait sans qu'il fût possible de déterminer les conditions dans lesquelles le vol était effectué. Des exclamations accueillirent ces paroles. Cette fois, l'affaire devient sérieuse. Aussi cette fois, dit Devanne, la police s'émut et il y eut une double enquête, qui d'ailleurs n'eut aucun résultat, comme toutes celles dont Arsène Lupin est l'objet. Précisément, c'est alors qu'il me vint à l'esprit de demander son concours à Sherlock Holmes, lequel me répondit qu'il y avait le plus vif désir d'entrer en contact avec Arsène Lupin. Quelle gloire pour Arsène Lupin, dit Velmont. Mais si notre voleur national, comme vous l'appelez, ne nourrit aucun projet sur Tibersnil, Sherlock Holmes n'aura qu'à se tourner les pouces. Il y a en autre chose, et qui l'intéressera vivement, la découverte du souterrain. Comment vous nous avez dit qu'une des entrées s'ouvrait sur la campagne, l'autre dans ce salon même. Où et quel lieu de ce salon? La ligne qui représente le souterrain sur les cartes aboutit bien d'un côté à un petit cercle accompagné de ces deux majuscules. TG, ce qui signifie sans doute, n'est-ce pas, Tour Guillaume. Mais la tour est ronde, et qui pourrait déterminer à quel endroit du rond s'amorce le tracé du dessin? Devanne alluma un second cigare et se versa un verre de bénédictine. On le pressait de questions. Il souriait, heureux de l'intérêt provoqué. Enfin, il prononça « Le secret est perdu, nul au monde ne le connaît. De père en fils, dit la légende, les puissants seigneurs se le transmettaient à leur lit de mort, jusqu'au jour où Geoffroy, dernier du nom, eut la tête tranchée sur l'échafaud. Le 7 Thermidor, an 2, dans sa 19e année. Mais depuis un siècle, on a cherché mais vainement. Moi-même, quand j'eus acheté le château à l'arrière-petit-neveu du conventionnel Liribourg, j'ai fait faire des fouilles. À quoi bon? Songez que cette tour environnée d'eau n'est reliée au château que par un point, et qu'il faut en conséquence que le souterrain passe sous les anciens fossés. Le plan de la Bibliothèque nationale montre d'ailleurs une suite de 4 escaliers comportant 48 marches, ce qui laisse supposer une profondeur de plus de 10 mètres, et l'échelle annexée à l'autre plan fixe la distance à 200 mètres. En réalité, tout le problème est ici, entre ce plancher, ce plafond et ces murs. Ma foi, j'avoue que j'hésite à les démolir. Et l'on n'a aucun indice, aucun. L'abbé Gély objecta. Monsieur Devanne, nous devons faire état de 2 citations. Oh, s'écria Devanne en riant. Monsieur le curé est un fouilleur d'archives, un grand liseur de mémoire, et tout ce qui touche à Tibersnil le passionne. Mais l'explication dont il parle ne sert qu'à embrouiller les choses. Mais encore, vous y tenez? Énormément. Vous saurez donc qu'il résulte de ces lectures que 2 rois de France ont eu le mot de l'énigme. 2 rois de France, Henri IV et Louis XVI. Ce ne sont pas les premiers venus. Et comment monsieur l'abbé est-il au courant? Oh, c'est bien simple, continua Devanne. L'avant-veille de la bataille d'Arques, le roi Henri IV vint souper et coucher dans ce château. À 11h du soir, Louise de Tancarville, la plus jolie dame de Normandie, fut introduite auprès de lui par le souterrain avec la complicité de duc Edgar, qui, en cette occasion, livra le secret de la famille. Ce secret, Henri IV
le confia plus tard à son ministre Sully, qui raconte l'anecdote dans ses Royales ou économies d'État, sans l'accompagner d'autres commentaires que de cette phrase incompréhensible. La hache tournoie dans l'air qui frémit, mais l'aile s'ouvre, et l'on va jusqu'à Dieu. Il y eut un silence, et Velmont ricana. Ce n'est pas d'une clarté aveuglante, n'est-ce pas? Monsieur le curé veut que Sully ait noté par là le mot de l'énigme, sans trahir le secret des scribes auxquels il dictait ses mémoires. L'hypothèse est ingénieuse, je l'accorde, mais qu'est-ce que la hache qu'il tournoie et l'oiseau qui s'envole? Et qu'est-ce qui va jusqu'à Dieu? Mystère. Velmont reprit. Et ce bon Louis XVI, fut-ce également pour recevoir la visite d'une dame qu'il se fit ouvrir le souterrain? Je l'ignore. Tout ce qu'il est permis de dire, c'est que Louis XVI a séjourné en 1784 à Tibersmill, et que la fameuse armoire de fer trouvée au Louvre sur la dénonciation de Gamin renfermait un papier avec ces mots écrits par lui. Tibersmill 2-6-12. Horace Valmont éclata de rire. Victoire! Les ténèbres se dissipent de plus en plus. 2 fois 6 font 12. Rien à votre guise, monsieur, fit l'abbé. Il n'empêche que ces 2 citations contiennent la solution et qu'un jour, l'autre, viendra quelqu'un qui saura les interpréter. Sherlock Holmes d'abord, dit Devanne. À moins qu'Arsène Lupin ne le devance pas. Que pensez-vous, Velmont? Velmont se leva, mit la main sur l'épaule de Devanne et déclara « Je pense qu'aux données fournies par votre livre et par celui de la bibliothèque, il manquait un renseignement de la plus haute importance, et que vous avez eu la gentillesse de me l'offrir. Je vous en remercie. De sorte quoi? De sorte que maintenant, la hache ayant tournoyé, l'oiseau s'étant enfoui, et 2 fois 6 faisant 12, je n'ai plus qu'à me mettre en campagne. Sans perdre une minute, sans perdre une seconde. Ne faut-il pas que cette nuit, c'est-à-dire avant l'arrivée de Sherlock Holmes, je cambriole votre château? Il est de fait que vous n'avez que le temps. Voulez-vous que je vous conduise? Jusqu'à Dieppe. Jusqu'à Dieppe. J'en profiterai pour ramener moi-même monsieur et madame Dandrol et une jeune fille de leur ami qui arrive par le train de minuit. Et s'adressant aux officiers, Devanne ajouta, « D'ailleurs, nous nous retrouverons tous ici demain à déjeuner, n'est-ce pas, messieurs? Je compte bien sur vous, puisque ce château doit être investi par votre régiment et pris d'assaut sur le coup de 11 heures. » L'invitation fut acceptée. On se sépara et un instant plus tard, 30 étoiles d'or emportaient Devanne et Velmont sur la route de Dieppe. Devanne déposa le peintre devant le casino et se rendit à la gare. À minuit, ses amis descendaient du train. À minuit et demi, l'automobile franchissait les portes de Tibersmill. À 1 heure, après un léger souper servi dans le salon, chacun se retira. Peu à peu, toutes les lumières s'éteignirent. Le grand silence de la nuit enveloppa le château. Mais la nuit écarta. Le nuage qui la volait et par 2 des fenêtres emplit le salon de clarté blanche. Cela ne dura qu'un moment. Très vite, la lune se cacha derrière le rideau des collines. Et ce fut l'obscurité. Le silence s'augmenta de l'ombre plus épaisse. À peine, de temps à autre, des craquements de meubles troublaient-ils, ou bien le bruissement des roseaux sur l'étang qui baigne les vieux murs de ces eaux vertes. La pendule égrenait le chapelet infini des secondes. Elle sonna 2 heures. Puis de nouveau, les secondes tombèrent hâtives et monotones dans la paix lourde de la nuit. Puis 3 heures sonnèrent, et tout à coup, quelque chose claqua, comme fait, au passage d'un train, le disque d'un signal qui s'ouvre et se rabat. Et un jet fin de lumière traversa le salon de part en part, ainsi qu'une flèche qui laisserait derrière elle une traînée étincelante. Il jaillissait de la cannelure centrale d'un pilastre où s'appuie, à droite, le fronton de la bibliothèque. Il s'immobilisa d'abord sur le panneau opposé, en un cercle éclatant, puis il se promena de tous côtés, comme un regard inquiet qui scrute l'ombre, puis il s'évanouit pour jaillir encore. Pendant que toute une partie de la bibliothèque tournait
sur elle-même et démasquait une large ouverture en forme de voûte. Un homme entra, qui tenait à la main une lanterne électrique. Un autre homme et un troisième surgirent qui portaient un rouleau de cordes et différents instruments. Le premier inspecta la pièce et écouta et dit « Appelez les camarades ». De ses camarades, il en vint 8 par le souterrain, gaillards solides au visage énergique. Le déménagement commença. Ce fut rapide. Arsène Lupin passait d'un meuble à un autre, l'examinait et suivant ses dimensions ou sa valeur artistique, lui faisait grâce ou ordonnait enlever. Et l'objet était enlevé, avalé par la gueule béante du tunnel, expédié dans les entrailles de la terre. Et ainsi furent escamotés 6 fauteuils et 6 chaises Louis XV, et des tapisseries d'Aubusson, et des girandoles signées Gouttière, et 2 fragonards, et un nattier, et un buste de Houdon, et des statuettes. Quelquefois, Lupin s'attardait devant un magnifique bahut ou un superbe tableau et soupirait « Trop lourd celui-là, trop grand, quel dommage !» Et il continuait son expertise. En 40 minutes, le salon fut désencombré, selon l'expression d'Arsène. Et tout cela s'était accompli dans un ordre admirable, sans aucun bruit, comme si tous les objets que maniaient ces hommes eussent été garnis d'épaisses ouates. Il dit alors au dernier d'entre eux, qui s'en allait, porteur d'un cartel signé Boulle. « Inutile de revenir, il est entendu, n'est-ce pas? Qu'aussitôt l'autocamion chargé, vous filez jusqu'à la grange de Roquefort. Mais vous, patron, qu'on me laisse la motocyclette. » L'homme partit. Il repoussa tout contre le pan mobile de la bibliothèque, puis, après avoir disparu les traces du déménagement, effacé les marques de pas, il souleva une portière et pénétra dans une galerie qui servait de communication entre la tour et le château. Au milieu, il y avait une vitrine. C'était à cause de cette vitrine qu'Arsène Lupin avait poursuivi ses investigations. Elle contenait des merveilles, une collection unique de montres, de tabatières, de bagues, de châtelaines, de miniatures de plus joli travail. Avec une pince, il força la serrure, et ce lui fut un plaisir inexprimable que de saisir ces joyaux d'or et d'argent, ces petites herbes d'un art si précieux et si délicat. Il avait passé en bandoulière autour de son cou, un large sac de toile spécialement aménagé pour ses aubaines. Il le remplit, et il remplit aussi les poches de sa veste, de ce pantalon, de son gilet. Il referma son bras gauche sur une pile de ses réticules en perles, si goûtés de nos ancêtres, et que la mode actuelle recherche si passionnément lorsqu'un léger bruit frappa son oreille. Il écouta. Il ne se trompait pas. Le bruit se précisait. Et soudain il se rappela. À l'extrémité de la galerie, un escalier intérieur conduisait à un appartement inoccupé jusqu'ici, mais qui était depuis ce soir réservé à cette jeune fille de Devanne, que Devanne avait été chercher à Dieppe avec ses amis d'Android. D'un geste rapide, il pressa du doigt le ressort de sa lanterne. Elle s'éteignit. Il avait à peine gagné l'embrasure d'une fenêtre qu'au haut de l'escalier, la porte fut ouverte et qu'une faible lueur éclaira la galerie. Il eut la sensation, car à demi caché par un rideau, il ne voyait point, qu'une personne descendait. Les premières marches avaient précaution. Il espéra qu'elle n'irait pas plus loin. Elle descendit cependant et avança de plusieurs pas dans la pièce. Mais elle poussa un cri. Sans doute avait-elle aperçu la vitrine brisée, aux 3/4 vide. Au parfum, il reconnut la présence d'une femme. Ses vêtements frôlaient presque le rideau qui le dissimulait. Et il lui sembla qu'il entendait battre le cœur de cette femme, et qu'elle aussi devinait la présence d'un autre être, derrière elle, dans l'ombre, à portée de sa main. Il se dit, elle a peur, elle va partir. Il est impossible qu'elle ne parte pas. Elle ne partit point. La bougie qui tremblait dans sa main s'affermit. Elle se retourna, hésita un instant, parut écouter le silence effrayant, puis d'un coup écarta le rideau. Ils se virent.
Arsène murmura, bouleversé. Vous, mademoiselle, c'était Miss Nelly. Miss Nelly, la passagère du transatlantique, celle qui avait mêlé ses rêves aux rêves du jeune homme durant cette inoubliable traversée. Celle qui avait assisté à son arrestation et qui, plutôt que de le trahir, avait eu ce joli geste de jeter à la mer le Kodak où il avait caché les bijoux et les billets de banque. Miss Nelly, la chère et souriante créature dont l'image avait si souvent attristé et réjoui ses longues heures de prison. Le hasard était si prodigieux qu'il les mettait en présence l'un de l'autre dans ce château et à 7 heures de la nuit, qui ne bougeaient point et ne prononçaient pas une parole, stupéfaits comme hypnotisés par l'apparition fantastique qu'il était l'un pour l'autre. Chancelante, brisée d'émotion, Miss Nelly dut s'asseoir. Il resta debout en face d'elle, et peu à peu, au cours des secondes interminables qui s'écoulèrent, il eut conscience de l'impression qu'il devait donner à cet instant, les bras chargés de bibelots, les poches gonflées et son sac rempli en encre crevée. Une grande confusion l'envahit. Il rougit de se trouver là, dans cette vilaine posture du voleur qu'on prend en flagrant délit. Pour elle, désormais, quoi qu'il advint, il était le voleur, celui qui met la main dans la poche des autres, celui qui crochette les portes et s'introduit furtivement. Une des montres roula sur le tapis, une autre également, et d'autres choses encore allaient glisser de ses bras, qu'il ne savait comment retenir. Alors, se décidant, brusquement, il laissa tomber sur le fauteuil une partie des objets, vida ses poches et se défit de son sac. Il se sentit plus à l'aise devant Nelly. Il fit un pas vers elle avec l'intention de lui parler. Mais elle eut un geste de recul, puis se leva vivement, comme prise d'effroi, et se précipita vers le salon. La portière se referma sur elle. Il la rejoignit. Elle était là interdite, tremblante, et ses yeux contemplaient avec terreur l'immense pièce dévastée. Aussitôt, il lui dit, à 3 heures demain, tout sera remis en place. Les meubles seront rapportés. Elle ne répondit pas. Et il répéta, demain à 3 heures, je m'y engage. Rien au monde ne pourra m'empêcher de tenir ma promesse. Demain à 3 heures. Un long silence pesa sur eux. Il n'osait pas le rompre. Et l'émotion de la jeune fille lui causait une véritable souffrance. Doucement, sans un mot, il s'éloigna d'elle. Et il pensait qu'elle s'en aille, qu'elle se sente libre de s'en aller, qu'elle n'ait pas peur de moi. Mais soudain, elle tressaillit et balbutia. Écoutez, des pas, j'entends marcher. Il la regardait avec étonnement. Elle semblait bouleversée, ainsi qu'à l'approche d'un péril. Je n'entends rien, dit-il. Et quand même, comment? Mais il faut fuir, vite, fuyez. Fuir pourquoi? Il le faut, ah, ne restez pas. D'un trait, elle courut jusqu'à l'endroit de la galerie et prêta l'oreille. Non, il n'y avait personne. Peut-être le bruit venait-il de dehors? Elle attendit une seconde, puis rassurée se retourna. Arsène Lupin avait disparu. À l'instant même où Devanne constata le pillage de son château, il se dit c'est Velmont qui a fait le coup. Et Velmont n'est autre qu'Arsène Lupin. Tout s'expliquait ainsi, rien ne s'expliquait autrement. Cette idée ne fit d'ailleurs que l'effleurer. Tellement il était invraisemblable que Velmont ne fût point Velmont, c'est-à-dire le peintre connu, le camarade de cercle de son cousin Estevan, et lorsque le brigadier de gendarmerie, aussitôt averti, se présenta, Devanne ne songea même pas à lui communiquer cette supposition absurde. Toute la matinée ce fut, à Tibersnil, un va-et-vient indescriptible. Les gendarmes, le garde champêtre, le commissaire de police de Dieppe, les habitants du village, tout ce monde s'agitait dans les couloirs ou dans le parc autour du château. L'approche des troupes en manœuvre, le crépitement des fusils ajoutait au pittoresque de la scène. Les premières recherches ne fournirent point d'indices, les fenêtres n'ayant pas été brisées ni les portes fracturées. Sans nul doute, le déménagement s'était effectué par l'issue secrète. Pourtant, sur le tapis, aucune trace de pas sur les murs, aucune marque insolite. Une seule chose inattendue et qui dénotait bien la fantaisie d'Arsène Lupin,
la fameuse chronique du XVIe siècle, avait repris son ancienne place et à côté se trouvait un livre semblable qui n'était autre que l'exemplaire volé à la Bibliothèque nationale. À 11 heures, les officiers arrivèrent, devant les accueillir gaiement, quelques ennuis que lui causa la perte de telles richesses artistiques. Sa fortune lui permettait de la supporter sans mauvaise humeur. Ses amis d'Andrôle et Nelly descendirent. Les présentations faites, on s'aperçut qu'il manquait un convive. Horace Velmont ne viendrait-il point? Son absence eût réveillé les soupçons de George Devan, mais à midi précis, il entrait. Devan s'écria: « À la bonne heure, vous voilà. Ne suis-je pas exact? Si, mais vous auriez pu ne pas l'être, après une nuit si agitée. Car vous savez la nouvelle. Quelle nouvelle? Vous avez cambriolé le château. Allons donc, comme je vous le dis, mais offrez tout d'abord votre bras à Miss Underdown. Et passons à table. Mademoiselle, permettez-moi. Il s'interrompit, frappé par le trouble de la jeune fille. Puis soudain, se rappelant: « C'est vrai, à propos que vous avez voyagé avec Arsène Lupin, jadis, avant son arrestation. La ressemblance vous étonne, n'est-ce pas? » Elle ne répondit point. Devant elle, Velmont souriait. Il s'inclina et elle prit son bras. Il la conduisit à sa place et s'assit en face d'elle. Durant le déjeuner, on ne parla que d'Arsène Lupin, des meubles enlevés, du souterrain, de Herlock Sholmes. À la fin du repas seulement, comme on abordait d'autres sujets, Velmont se mêla à la conversation. Il fut tour à tour amusant et grave, éloquent et spirituel. Et tout ce qu'il disait, il semblait ne le dire que pour intéresser la jeune fille, très absorbée. Elle ne paraissait point l'entendre. On servit le café sur la terrasse qui domine la cour d'honneur et le jardin du côté de la façade principale. Au milieu de la pelouse, la musique du régiment se mit à jouer, et la foule des paysans et des soldats se répandit dans les allées du parc. Cependant, Nelly se souvenait de la promesse d'Arsène Lupin. À 3 heures, tout sera là. Je m'y engage. À 3 heures, et les aiguilles de la grande horloge qui ornait l'aile droite marquaient 2h40. Elle les regardait malgré elle à tout instant. Elle regardait aussi Velmont qui se balançait paisiblement dans un confortable rocking chair. 2h50, 2h55, une sorte d'impatience, mêlée d'angoisse, étreignait la jeune fille. Était-il admissible que le miracle s'accomplît et qu'il s'accomplit à la minute fixée, alors que le château, la cour, la campagne étaient remplis de monde? Et qu'en ce moment, même le procureur de la République et le juge d'instruction poursuivaient leur enquête. Et pourtant, Arsène Lupin avait promis avec une telle solennité. Cela sera comme il a dit. Pensa-t-elle impressionnée par tout ce qu'il avait en cet homme d'énergie, d'autorité et de certitude, et cela ne lui semblait pas un miracle, mais un événement naturel qui devait se produire par la force des choses. Une seconde, leurs regards se croisèrent. Elle rougit et détourna la tête. 3 heures. Le premier coup sonna, le deuxième, le troisième. Horace Velmont tira sa montre, leva ses yeux vers l'horloge, puis remit sa montre dans sa poche. Quelques secondes s'écoulèrent, et voici que la foule s'écarta autour de la pelouse, livrant passage à 2 voitures qui venaient de franchir la grille du parc, attelées l'une et l'autre des 2 chevaux. C'était de ces fourgons qui vont à la suite des régiments et qui portent les cantines des officiers et les sacs des soldats. Ils s'arrêtèrent devant le perron. Un sergent fourrier sauta de l'un des sièges et demanda à M. Devan. Devan accourut et descendit les marches. Sous les bâches, il vit, soigneusement, rangés, bien enveloppés, ses meubles, ses tableaux, ses objets d'art. Aux questions qu'on lui posa, le fourrier répondit en exhibant l'ordre qu'il avait reçu de l'adjudant de service, et que cet adjudant
avait pris le matin au rapport. Par cet ordre, la deuxième compagnie du 4e bataillon devait pourvoir à ce que les objets mobiliers déposés au carrefour des allées, en forêt d'Arc, fussent portés à 3 heures à M. Georges Devanne, propriétaire du château à Tiberslin, signé le colonel Beauval. Au carrefour, ajouta le sergent, tout se trouvait prêt à aligner sur le gazon et sous la garde des passants. Ça m'a semblé drôle, mais quoi, l'ordre était catégorique. Un des officiers examina la signature. Elle était parfaitement imitée, mais fausse. La musique avait cessé de jouer. On vida les fourgons, on réintégra les meubles. Au milieu de cette agitation, Nelly resta seule à l'extrémité de la terrasse. Elle était grave et soucieuse, agitée de pensées confuses qu'elle ne cherchait pas à formuler. Soudain, elle aperçut Velmont qui s'approchait. Elle souhaitait de l'éviter, mais l'angle de la balustrade qui porte la terrasse l'entourait de deux côtés, et une ligne de grandes caisses d'arbustes, orangers, lauriers roses et bambous ne lui laissait d'autre retraite que le chemin par où s'avançait le jeune homme. Elle ne bougea pas. Un rayon de soleil tremblait sur ses cheveux d'or, agités par les feuilles frêles d'un bambou. Quelqu'un prononça très bas « J'ai tenu ma promesse de cette nuit ». Arsène Lupin était près d'elle, et autour d'eux, il n'y avait personne. Il répéta, l'attitude hésitante, la voix timide. « J'ai tenu ma promesse de cette nuit ». Il attendait un mot de remerciement, un geste du moins qui prouvait l'intérêt qu'elle prenait à cet acte. Elle se tut. Ce mépris irrita Arsène Lupin, et en même temps, il avait le sentiment profond de tout ce qui le séparait de Nelly, maintenant qu'elle savait la vérité. Elle eût voulu se disculper, chercher des excuses, montrer sa vie dans ce qu'elle avait d'audacieux et de grand. Mais d'avance, les paroles le froissaient. Il sentait l'absurdité et l'insolence de toute explication. Alors il murmura tristement, envahi d'un flot de souvenirs, comme le passé est loin. Vous rappelez-vous les longues heures sur le pont de la Provence? Ah, tenez-vous, vous aviez, comme aujourd'hui, une rose à la main, une rose pâle comme celle-ci. Je vous l'ai demandé. Vous n'avez pas eu l'air d'entendre. Cependant, après votre départ, j'ai trouvé la rose. Oubliée sans doute, je l'ai gardée. Elle ne répondit pas encore. Elle semblait très loin de lui. Il continua. En mémoire de ces heures, ne songez pas à ce que vous savez, que le passé se relie au présent, que je ne sois pas celui que vous avez vu cette nuit, mais celui d'autrefois, et que vos yeux me regardent. Ne fut qu'une seconde, comme s'il me regardait. Je vous en prie, ne suis-je plus le même? Elle leva les yeux, comme il le demandait, et le regarda. Puis, sans un mot, elle posa son doigt sur une bague qu'il portait à l'index. On n'en put voir que l'anneau, mais le chaton, retourné à l'intérieur, était formé d'un rubis merveilleux. Arsène Lupin rougit. Cette bague appartenait à Georges Devanne. Il sourit avec amertume. Vous avez raison. Ce qui a été sera toujours. Arsène Lupin n'est et ne peut être qu'Arsène Lupin. Et entre vous et lui, il ne peut même pas y avoir un souvenir. Pardonnez-moi. J'aurais dû comprendre que ma seule présence auprès de vous est un outrage. Il s'effaça le long de la balustrade, le chapeau à la main. Nelly passa devant lui. Il fut tenté de la retenir, de l'implorer. L'audace lui manqua, et il la suivit des yeux, comme un jour lointain où elle avait traversé la passerelle sur le quai de New York. Il monta les degrés qui conduisent à la porte. Un instant encore, sa fine silhouette se dessina parmi les marbres du vestibule. Il ne la vit plus. Un nuage obscurcit le soleil. Arsène Lupin observait, immobile, la trace des petits pas, empreints dans le sable. Tout à coup, il tressaillit. Sur la chaise de bambou contre laquelle Nelly s'était appuyée, gisait la rose pâlée, qu'il n'avait pas osé lui demander. Oubliée sans doute, elle aussi, mais oubliée volontairement ou par distraction. Il la saisit ardemment. Des pétales s'en détachèrent. Il les ramassa un à un comme des reliques. « Allons, se dit-il, je n'ai plus rien à faire ici. D'autant que si Herlock Sholmes se mêle, ça pourrait devenir mauvais. » Le parc était désert. Cependant,
près du pavillon qui commande l'entrée, se tenait un groupe de gendarmes. Il s'enfonça dans les taillis, escalada le mur d'enceinte et prit pour se rendre à la gare la plus proche. Un sentier qui serpentait parmi les champs, il n'avait point marché durant 10 minutes, que le chemin se rétrécit, encaissé entre deux talus, et comme il arrivait dans ce défilé, quelqu'un s'y engageait qui venait en sens inverse. C'était un homme d'une 50aine d'années, peut-être assez fort, la figure rasée, et donc le costume précisait l'aspect étranger. Il portait à la main une lourde canne et une sacoche pendait à son cou. Ils se croisèrent. L'étranger dit avec un accent anglais à peine perceptible. « Excusez-moi, monsieur. Est-ce bien ici la route du château? »« Tout droit, monsieur. Et à gauche, dès que vous serez au pied du mur. On vous attend avec impatience. »« Ah, oui, mon ami Devan. Nous annonçait votre visite dès hier soir. »« Tant pis pour monsieur Devan s'il a trop parlé. Et je suis heureux d'être le premier à vous saluer. Sherlock Holmes n'a pas d'admirateur plus fervent que moi. » Il y eut dans sa voix une nuance imperceptible d'ironie qu'il regretta aussitôt, car Sherlock Holmes le considéra des pieds à la tête, et d'un œil à la fois, si enveloppant et si aigu, qu'Arsène Lupin eut l'impression d'être saisi, emprisonné, enregistré par ce regard. Plus exactement et plus essentiellement qu'il ne l'avait jamais été par aucun accueil photographique. Le cliché est pris, pensa-t-il. Plus la peine de me déguiser avec ce bonhomme-là. Seulement m'a-t-il reconnu. Ils se salurent. Mais un bruit de pas résonna, un bruit de chevaux qui caracolent dans un cliquetis d'acier. C'étaient les gendarmes. Les deux hommes durent se coller contre le talus, dans l'herbe haute, pour éviter d'être bousculés. Les gendarmes passèrent, et comme ils se suivaient à une certaine distance, ce fut assez long, et Lupin songeait. Tout dépend de cette question. M'a-t-il reconnu? Si oui, il y a bien des chances pour qu'il abuse de la situation. Le problème est angoissant. Quand le dernier cavalier les eut dépassés, Sherlock Holmes se releva et sans rien dire brossa son vêtement sali de poussière. La courroie de son sac était embarrassée d'une branche d'épine. Arsène Lupin s'empressa. Une seconde alors, ils examinèrent. Et si quelqu'un avait pu les surprendre à cet instant, c'eût été un spectacle émouvant que la première rencontre de ces deux hommes si puissamment armés, tous deux vraiment supérieurs et destinés fatalement par leur aptitude spéciale à se heurter comme deux forces égales que l'ordre des choses pousse l'un contre l'autre à travers l'espace. Puis l'Anglais dit « Je vous remercie, monsieur. »« Tout à votre service, » répondit Lupin. Ils se quittèrent. Lupin se dirigea vers la station, Sherlock Holmes vers le château. Le juge d'instruction et le procureur étaient partis avec des vaines recherches et l'on attendait Sherlock Holmes avec une curiosité que justifiait sa grande réputation. On fut un peu déçu par son aspect de bon bourgeois qui différait si profondément de l'image qu'on se faisait de lui. Il n'avait rien du héros de roman, du personnage énigmatique et diabolique qu'évoque en nous l'idée de Sherlock Holmes. Devan, cependant, s'écria plein d'exubérance. « Enfin, maître, c'est vous. Quel bonheur! Il y a si longtemps que j'espérais. Je suis presque heureux de tout ce qui s'est passé, puisque cela me vaut le plaisir de vous voir. Mais à propos, comment êtes-vous venu? Par le train. Quel dommage! Je vous avais cependant envoyé mon automobile à débarcadère. Une arrivée officielle, n'est-ce pas? Avec tambour et musique. Excellent moyen pour ne pas faciliter la besogne, bougonna l'Anglais. Ce ton peu engageant déconcerta Devan, qui, s'efforçant de plaisanter, reprit « La besogne, heureusement, est plus facile que je ne vous l'avais écrit. Et pourquoi? Parce que le vol a eu lieu cette nuit. Si vous n'aviez pas annoncé ma visite, monsieur, il est probable que le vol n'aurait pas eu lieu cette nuit. Et quand donc? Demain ou un autre jour. Et en ce cas, Lupin était pris au piège, et mes meubles n'auraient pas été enlevés. Mes meubles sont ici. Ils ont été rapportés à 3 heures. Par Lupin? Par 2 fourgons militaires. Sherlock Holmes enfonça violemment son chapeau sur sa tête
et rajusta son sac. Mais Devan s'écria: « Que faites-vous? Je m'en vais. Et pourquoi? Vos meubles sont là. Arsène Lupin est loin. Mon rôle est terminé. Mais j'ai absolument besoin de votre concours, cher monsieur. Ce qui s'est passé hier peut se renouveler demain. Puisque nous ignorons le plus important, comment Arsène Lupin est entré, comment il est sorti, et pourquoi quelques heures plus tard, il procédait à une restitution. Ah, vous ignorez. L'idée d'un secret à découvrir adoucit Sherlock Holmes. Soit, cherchons, mais vite, n'est-ce pas, et autant que possible seul. La phrase désignait clairement les assistants. Devan comprit et introduisit l'anglais dans le salon, d'un ton sec en phrases qui semblaient compter d'avance et avec quelle parcimonie. Holmes lui posa des questions sur la soirée de la veille, sur les convives qui s'y trouvaient, sur les habitués du château. Puis il examina les 2 volumes de la chronique, compara les cartes du souterrain, se fit répéter les citations relevées par l'abbé Gielli et demanda: « C'est bien hier que pour la première fois que vous avez parlé de ces 2 citations? Hier? Vous ne les aviez jamais communiquées à M. Horace Velmont? Jamais. Bien. Commandez votre automobile. Je repars dans 1 heure. Dans 1 heure? Arsène Lupin n'a pas mis davantage à résoudre le problème que vous lui avez posé. Moi, je lui ai posé. Eh oui, Arsène Lupin et Velmont, c'est la même chose. Je m'en doutais. Ah, le gredin. Or, hier soir, à 10 heures, vous avez fourni à Lupin les éléments de vérité qui lui manquaient et qu'il cherchait depuis des semaines. Et dans le courant de la nuit, Lupin a trouvé le temps de comprendre, de réunir sa bande et de vous dévaliser. J'ai la prétention d'être aussi expéditif. Il se promena d'un bout à l'autre de la pièce en réfléchissant, puis s'assit, croissant ses longues jambes et ferma les yeux. Devan attendit, assez embarrassé. Dort-il? Réfléchit-il? À tout hasard, il sortit pour donner des ordres. Quand il revint, il aperçut au bas de l'escalier de la galerie, à genoux et scrutant le tapis. Qu'y a-t-il donc? Regardez là, ces taches de bougie. Tiens, en effet, et toutes fraîches, et vous pouvez en observer également sur le haut de l'escalier. Et davantage encore autour de cette vitrine qu'Arsène Lupin a fracturée et dont il a enlevé les bibelots pour les déposer sur ce fauteuil. Et vous en concluez? Rien. Tous ces faits expliquèrent sans aucun doute la restitution qu'il a opérée. Mais c'est un côté de la question que je n'ai pas le temps d'aborder. L'essentiel, c'est le tracé du souterrain. Vous espérez toujours. Je n'espère pas, je sais, il existe, n'est-ce pas? Une chapelle à 200 ou 300 mètres du château, une chapelle en ruine, où se trouve le tombeau du duc Roland. Dites à votre chauffeur qu'il nous attende auprès de cette chapelle. Mon chauffeur n'est pas encore de retour. On doit me prévenir. Mais d'après ce que je vois, vous estimez que le souterrain aboutit à la chapelle. Sur quel indice? Sherlock Holmes l'interrompit. Je vous prierai, monsieur, de me procurer une échelle et une lanterne. Ah, vous avez besoin d'une lanterne et d'une échelle. Apparemment, puisque je vous les demande. Devan, quelque peu interloqué, sonna. Les 2 objets furent apportés. Les ordres se succédèrent. Alors, avec la rigueur et la précision des commandements militaires, appliquez cette échelle contre la bibliothèque à gauche du mot Tibersnil. Devan dressa l'échelle et l'anglais continua. Plus à gauche, à droite, montez. Bien. Toutes les lettres de ce mot sont en relief, n'est-ce pas? Oui. Occupons-nous de la lettre H. Tourne-t-elle dans un sens ou dans l'autre? Devan saisit la lettre H et s'exclama. Mais oui, elle tourne. Vers la droite et d'un quart de cercle. Qui donc vous a révélé? Sans répondre, Sherlock Holmes reprit. Pouvez-vous, d'où vous êtes, atteindre la lettre R? Oui. Remuez-la plusieurs fois. Comme vous feriez d'un verron que l'on pousse et qu'on le retire. Devan remua la lettre R. À sa grande stupéfaction, il se produisit un déclenchement intérieur. Parfait, dit Sherlock Holmes. Il ne nous reste plus qu'à glisser votre échelle à l'autre extrémité, c'est-à-dire à la fin du mot Tibersnil. Bien. Et maintenant, si je ne me suis pas trompé, si les choses s'accomplissent comme elles le doivent, la lettre L s'ouvrira ainsi qu'un guichet. Avec une certaine solennité,
Devan saisit la lettre L. La lettre L s'ouvrit, mais Devan dégringola de son échelle, car toute la partie de la bibliothèque, située entre la première et la dernière lettre du mot, pivota sur elle-même et découvrit l'orifice du souterrain. Sherlock Holmes prononça, flegmatique. « Vous n'êtes pas blessé? »« Non, non, fit Devan, en se relevant. Pas blessé, mais ahuri. J'en conviens. Ces lettres qui s'agitent, ce souterrain béant. Et après, cela n'est-il pas exactement conforme à la citation de Sully? En quoi, Seigneur? Dame, lâche tournoie, l'air frémit, l'aile s'ouvre, et c'est ce qui a permis à Henri IV de recevoir Mademoiselle de Tancarville à une heure insolite. Mais Louis XVI, demanda Devan, abasourdi. Louis XVI était un grand forgeron et habile serrurier. J'ai lu un traité de serrure de combinaison qu'on lui attribue. De la part de Tibersnil, c'était se conduire en bon courtisan que de montrer à son maître de chef-d'œuvre de mécanique. Pour mémoire, le roi écrivit 2-6-12, c'est-à-dire HRL, la deuxième, la sixième et la 12e lettre du nom. Ah, parfait, je commence à comprendre. Seulement voilà, si je m'explique comment on sort de cette salle, je ne m'explique pas comment Lupin a pu y pénétrer. Car remarquez-le bien, il venait de dehors, lui. Sherlock Holmes alluma la lanterne et s'avança de quelque part dans le souterrain. Tenez, tout le mécanisme est apparent ici comme les ressorts d'une horloge et toutes les lettres s'y trouvent à l'envers. Lupin n'a donc eu qu'à les faire jouer de ce côté-ci de la cloison. Quelle preuve, quelle preuve! Voyez cette flaque d'huile. Lupin avait même prévu que les rouages auraient besoin d'être graissés, fit Sherlock Holmes, non sans admiration. Mais alors il connaissait l'autre issue. Comme je la connais, suivez-moi. Dans le souterrain, vous avez peur? Non, mais êtes-vous sûr de vous y reconnaître? Les yeux fermés. Ils descendirent d'abord 12 marches, puis 12 autres, et encore 2 fois 12 autres. Puis ils enfilèrent un long corridor dont les parois de briques portaient la marque de restauration successives et qui suintaient par places. Le sol était humide. Nous passons sous l'étang, remarqua Devan, nullement rassuré. Le couloir aboutit à un escalier de 12 marches, suivi de 3 autres escaliers de 12 marches qui remontèrent péniblement et débouchèrent dans une petite cavité taillée à même le roc. Le chemin n'allait pas plus loin. Diable, murmura Sherlock Holmes, rien que des murs nus, cela devient embarrassant. Si l'on retournait, murmura Devan, car enfin, je ne vois nullement la nécessité d'en savoir plus loin. Je suis édifié. Mais, ayant levé la tête, l'Anglais poussa un soupir de soulagement. Au-dessus d'eux se répétait le même mécanisme qu'à l'entrée. Il n'eut qu'à faire manœuvrer les 3 lettres. Un bloc de granit bascula. C'était de l'autre côté, la pierre tombale du duc Roland, gravée des 12 lettres en relief. Tibersmil. Et ils se trouvèrent dans la petite chapelle en ruine que l'Anglais avait désignée. Et l'on va jusqu'à Dieu, c'est-à-dire jusqu'à la chapelle, dit-il en rapportant la fin de la citation. Est-ce possible? S'écria Devan, confondu par la clairvoyance et la vivacité de Sherlock Holmes. Est-ce possible que cette simple indication vous ait suffi? Bah, fit l'Anglais, elle était même inutile. Sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, le trait se termine à gauche. Vous le savez par un cercle et à droite vous l'ignorez par une petite croix, mais si effacée qu'on ne peut pas la voir qu'à la loupe. Cette croix signifie évidemment la chapelle où nous sommes. Le pauvre Devan n'en croyait pas à ses oreilles. C'est inouï, miraculeux et cependant d'une simplicité enfantine. Comment personne n'a-t-il jamais percé ce mystère? Parce que personne n'a jamais réuni les 3 ou 4 éléments nécessaires, c'est-à-dire les 2 livres et les citations. Personne sauf Arsène Lupin et moi. Mais moi aussi, objecta Devan. Et l'abbé Gély, nous en savions tous deux autant que vous, et néanmoins, Holmes sourit. Monsieur Devan, tout le monde n'est pas apte à déchiffrer les énigmes. Mais voilà 10 ans que je cherche. Et vous, en 10 minutes. Bah, l'habitude. Ils sortirent de la chapelle, et l'Anglais s'écria. Tiens, une automobile qui attend. Mais c'est la mienne, la vôtre.
mais je pensais que le chauffeur n'était pas revenu. En effet, et je me demande. Ils s'avancèrent jusqu'à la voiture et Devan interpellant le chauffeur. « Édouard, qui vous a donné l'ordre de venir ici ?» « Mais, répondit l'homme, c'est Monsieur Velmont. »« Monsieur Velmont, vous l'avez donc rencontré ?»« Près de la gare. Il m'a dit de me rendre à la chapelle. »« De vous rendre à la chapelle? Et pourquoi ?»« Pour y attendre monsieur et l'ami de monsieur. » Devan et Herlock Sholmes se regardèrent. Devan dit, il a compris que l'énigme serait un jeu pour vous. L'hommage est délicat. Un sourire de contentement plissa les lèvres minces du détective. L'hommage lui plaisait. Il prononça en hochant sa tête. C'est un homme. Rien qu'à le voir d'ailleurs. Je l'avais jugé. Vous l'avez donc vu? Nous nous sommes croisés tout à l'heure. Vous savez que c'était Horace Velmont, je veux dire Arsène Lupin? Non, mais je n'ai pas tardé à le deviner. À une certaine ironie de sa part. Et vous l'avez laissé échapper? Ma foi, oui. J'avais pourtant la partie belle, 5 gendarmes qui passaient. Mais sacrebleu, c'était l'occasion ou jamais de profiter. Justement, monsieur, dit l'Anglais, avec hauteur. Quand il s'agit d'un adversaire comme Arsène Lupin, Herlock Sholmes ne profite pas des occasions. Il les fait naître. Mais l'heure pressait, et puisque Lupin avait eu l'attention charmante d'envoyer l'automobile, il fallait en profiter sans retard. Devan et Herlock Sholmes s'installèrent au fond de la confortable limousine. Édouard donna le tour de manivelle et l'on partit. Des champs, des bouquets d'arbres défilèrent. Les molles ondulations du pays de Caux s'aplanirent devant eux. Soudain, les yeux de Devan furent attirés par un petit paquet posé dans un des vides poches. « Tiens, qu'est-ce que c'est que cela? »« Un paquet. Et pour qui donc? »« Mais c'est pour vous. Pour moi? » ?»« Lisez. Monsieur Herlock Sholmes, de la part d'Arsène Lupin. » L'Anglais saisit le paquet, le déficella, enleva les 2 feuilles de papier qui l'enveloppaient. C'était une montre. « Ah oh !» dit-il en accompagnant cette exclamation d'un geste de colère. « Une montre !» fit Devan. « Est-ce que par hasard ?» L'Anglais ne répondit pas. « Comment? C'est votre montre. Arsène Lupin vous renvoie votre montre. Mais s'il vous l'en renvoie, c'est qu'il avait prise. Il avait pris votre montre. Ah, elle est bonne, celle-là. La montre de Herlock Sholmes, subtilisée par Arsène Lupin. Dieu, que c'est drôle. Non, vrai. Vous m'excuserez, mais c'est plus fort que moi. Et quand il eut bien ri, il affirma d'un ton convaincant. Oh, c'est un homme, en effet. L'Anglais ne broncha pas. Jusqu'à Dieppe, il ne prononça pas une parole, les yeux fixés sur l'horizon fuyant. Son silence fut terrible, insondable, plus violent que la rage la plus farouche. Au débarcadère, il dit simplement, sans colère cette fois, mais d'un ton où l'on sentait toute la volonté et toute l'énergie du personnage. Oui, c'est un homme. Et un homme sur l'épaule duquel j'aurai plaisir à poser cette main que je vous tends, monsieur Devan. Et j'ai idée. Voyez-vous, qu'Arsène Lupin et Herlock Sholmes se rencontreront de nouveau un jour ou l'autre. Oui, le monde est trop petit pour qu'ils ne se rencontrent pas. Et ce jour-là, alors ça, c'est finalement la fin de l'histoire d'Arsène Lupin. Merci beaucoup pour nous avoir écoutés pour ces 9 chapitres. Et oui, merci. À la prochaine.